France Inter. Jérôme Cadet, le 6-9. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Député de la France Insoumise du Nord, membre de l'Alliance de gauche, la NUP, à l'Assemblée nationale. Les auditeurs de France Inter vous posent leurs questions au 01 45 24 7000 via l'application France Inter et via franceinter.fr. Courte nuit pour vous et vos collègues, Adrien Quatennens, même si vous n'avez pas achevé cette nuit l'examen du budget rectificatif pour 2022. Les débats se sont arrêtés tout de même un peu après 2h du matin. Il reste encore plus de 230 amendements à examiner et le gouvernement vous accuse de faire traîner les choses en mettant sur la table des amendements jugés hors sujet. C'est un dévoiement du débat démocratique, a dit cette nuit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors vous faites durer le plaisir, Adrien Quatennens ? Non, absolument pas. Alors un dévoiement du débat démocratique. On avait aussi, vous vous souvenez, Emmanuel Macron qui avait parlé d'un coup de chaud nocturne lorsqu'ils avaient été battus dans l'hémicycle. Non, je pense qu'au contraire, on assiste à une reparlementarisation de la vie politique. C'est-à-dire que ça se passe davantage aujourd'hui à l'Assemblée que dans le quinquennat précédent. Et ce que l'on voit, c'est que l'ère d'un Parlement, chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République est révolue. Moi, je n'avais pas le souvenir d'avoir vu autant de députés dans l'hémicycle tard le soir ou dans la nuit. Donc ça montre bien que désormais c'est à l'Assemblée que ça se passe. Et puisque on nous parle d'un projet sur le pouvoir d'achat, eh bien il est normal que nous ayons des propositions à faire. Et je dois dire que pour l'instant, face à la hausse des prix, une hausse des prix qui est de l'ordre de plus de 5% aujourd'hui, qui est attendue à 7-8% peut-être à la rentrée. Ça veut donc dire une fonte des revenus, des salaires et des minima sociaux d'autant. Eh bien, le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur. On va peut-être revenir en détail sur ce qui est proposé dans ce texte, mais on ne peut pas discuter de la question des salaires, qui est quand même une question fondamentale. Puis on a toutes sortes de mensonges de propagande. Par exemple, quand M. Macron dit « je triple la prime », pardon, mais ça a été beaucoup relayé. Non, il n'y a pas de triplement de la prime. Il y a le triplement d'un plafond. Du plafond, il y a possibilité de donner une prime multipliée par 3. Pour une prime dont vous savez que quand elle était plafonnée à 1 000 €, la moyenne de ce qui a été versé, c'était 506 €, et puis surtout qui concerne très peu de monde. C'est 4 millions de salariés sur 25 millions qui l'ont touché. À l'inverse, ce texte entérine la baisse. On pourra toujours vous rétorquer, rétorquer, c'est déjà ça, Adrien Quatennens. Non, mais si vous voulez, c'est la logique du texte c'est pas simplement que c'est insuffisant. On pourrait se contenter d'une critique en disant c'est insuffisant. Par exemple, les revalorisations auxquelles M. Macron procède, je veux dire, il ne donne rien. Le RN dit c'est pas suffisant, mais on prend. Mais je pense que c'est une erreur totale. Parce que dans ce texte, vous avez aussi, par exemple, le fait de permettre d'augmenter les loyers de 3,5%. C'est-à-dire qu'en plus du carburant et tout le reste, toutes les dépenses contraintes, ça va être aussi l'augmentation des loyers. C'est une logique extrêmement dangereuse. C'est un texte qui refuse par tous les moyens de discuter de l'essentiel, la question des salaires. Les gens, les Français, ne demandent pas des primes aléatoires au bon vouloir du patron ou des petits chèques. Ils demandent des augmentations de salaire. Et je crois que le plus important, et ce que moi je voulais dire à votre micro ce matin, c'est que ce qui se voit surtout, ce que l'on observe en ce moment, c'est un décrochage puissant entre la grande masse des Français qui se serrent la ceinture et une petite poignée qui profite beaucoup, y compris de cette situation. Il faut quand même le dire, pendant la période de pandémie, les milliardaires de ce pays ont accumulé 236 milliards de plus en 19 mois. C'est plus qu'en une décennie. Ça représente une augmentation de 86%. Avec ça, vous quadruplez le budget de l'hôpital public, par exemple, dont on est empêché de parler. Mais quand vous parlez cette nuit du problème de recrutement chez les sapeurs-pompiers, qu'est-ce que ça a à voir au fond avec le pouvoir d'achat des Français ? Mais c'est-à-dire que tout cela est un peu technique, mais jusqu'au milieu de la semaine dernière, on a discuté du texte sur le pouvoir d'achat et maintenant on discute du budget rectificatif. Donc dans un budget rectificatif, tous les sujets qui ont trait au budget de l'État peuvent être abordés. Donc on peut parler de tout. Évidemment, et puis c'est même nécessaire, je vais vous dire. C'est bien beau de se lever dans l'hémicycle, d'applaudir les pompiers qui font face au feu, mais la question des moyens matériels, les moyens humains peuvent être abordés en effet. Mais donc ça peut durer des semaines. Écoutez, ça dure le temps de la démocratie parlementaire et de sa nécessité, tout simplement. Et si M. Macron et sa minorité présidentielle ne l'acceptent pas, c'est leur problème. Est-ce que pour vous, le budget de l'État est illimité ? Je renvoie à la remarque de Bruno Le Maire cette nuit. N'oubliez pas que le contribuable existe. Non, mais alors là, pareil, il y a toutes sortes de confusions. C'est-à-dire que dans le débat, souvent, il se cache, par exemple, derrière les PME et les TPE, que d'ailleurs nous défendons, qui souvent payent le plus d'impôts comparativement aux grandes entreprises, pour cacher les très gros qui ont profité à plein. Je veux dire que, par exemple, 100% des sociétés du CAC 40, 100%, ont bénéficié des aides de l'État récemment. Au total, c'est 140 milliards d'aides sans contrepartie, c'est-à-dire exactement le montant du déficit de l'État qui ont été versés, sans aucune contrepartie. Et que voit-on ? Pendant qu'on se cache derrière les PME et les TPE qui ont en effet besoin d'aide, on voit que par exemple, la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 a augmenté de, accrochez votre ceinture,
90% en 2 ans. Est-ce que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui peuvent prétendre avoir vu leur rémunération augmenter de 90% en 2 ans? De la même manière, Monsieur Bruno Le Maire nous dit souvent la France est championne des prélèvements, mais il pourrait dire que la France est championne du monde des dividendes versés aux actionnaires, championne d'Europe en tout cas. C'est-à-dire c'est toujours à géométrie variable. Et puis on a un ministre de l'économie qui surtout ne cesse de nous dire qu'avant de partager des richesses, il faut les produire. La vérité, c'est qu'elles sont très produites, mais extrêmement mal partagées, et que c'est précisément ce sujet-là que nous voulons évoquer. Vous savez qu'en France, 5 milliardaires, à eux 5, possèdent autant que 27 millions de Français. Tout cela n'est pas supportable et c'est ça que nous voulons rééquilibrer. 2 questions sur l'aide au carburant et à l'énergie apportée aux Français cette nuit et contre l'avis du gouvernement. Les oppositions ont voté une aide de 230 millions d'euros de soutien aux foyers qui se chauffent au fioul. Est-ce que vous savez, Adrien Quatennens, qui va être aidé? Est-ce que ce sera sous conditions de ressources? Par exemple, il y a 3,5 millions de foyers qui sont encore équipés de ce type de chaudière. Bon, il va sans dire que en tant qu'écologistes, à la France Insoumise, nous ne sommes pas favorables à la subvention et à l'investissement dans ces énergies. Mais vous l'avez voté. Pour une raison, c'est que l'urgence absolue, l'urgence du moment, c'est que les gens sont pris à la gorge et que des tas de ménages doivent arbitrer entre des dépenses contraintes. Par exemple, je me déporte un peu, mais sur la question du carburant, vous avez des gens qui finissent par se dire aller travailler me coûte, en réalité, vu ce que cela coûte de faire un plein d'essence aujourd'hui. Donc, nous avons voté cette aide parce qu'elle vient soulager des ménages en difficulté. Tous les ménages vont être aidés, tous ceux qui possèdent une chaudière au fioul? En tout cas, il faut les accompagner. Ça ne veut pas dire que ce soit une aide nécessairement pérenne. Puis par ailleurs, vous me permettez aussi de soulever une question, c'est que dans le débat parlementaire que nous avons, à chaque fois que les parlementaires amendent, ils doivent, vous savez, gager leurs dépenses. Moi, je demande à ce que le gouvernement lève les gages, parce qu'en réalité, là, c'est soit sur la politique de la ville ou d'autres choses comme ça. Ça n'est pas acceptable. Oui, il faut mettre les moyens pour soulager véritablement pour maîtriser les Français. Les dépenses publiques. Oui, mais on peut maîtriser les dépenses publiques sans faire en sorte de prendre dans les poches de ceux qui en ont besoin, comme par exemple de la politique de la ville, vous voyez. Donc c'est pas contradictoire pour vous d'engager de l'argent pour faire la transition écologique, dire aux gens il faut changer vos chaudières, vous pouvez plus vous chauffer au fioul, c'est d'ailleurs interdit d'en installer depuis le 1er juillet, et en même temps continuer à les aider. Non, parce qu'à court terme, il faut soulager celles et ceux qui sont pris à la gorge et qui ont du mal à faire face à ces dépenses. Pour autant, la politique énergétique française doit être interrogée, le fait de trouver une forme d'indépendance énergétique et d'aller vers la sobriété pour faire en sorte que nous ne soyons plus dépendants. Sur les carburants, le gouvernement a annoncé ce week-end qu'il y avait un compromis trouvé avec les Républicains. Alors, il n'y a plus d'aide ciblée. Ça, c'était le projet initial. Il est abandonné, mais une ristourne. 30 centimes par litre en septembre et en octobre, 10 centimes en novembre et en décembre. Est-ce que c'est un bon dispositif? Je vais vous dire, c'est toujours ça de prix, mais ça n'est pas la bonne solution. Pourquoi ? Réfléchissez-y un instant. Quand il y avait la fameuse aide de 18 centimes, vous vous souvenez, c'était encore il y a quelques semaines. La ristourne Castex. La ristourne de 18 centimes. Elle ne nous a pas empêchés de voir le prix de l'essence continuer à grimper, et y compris avec la ristourne de 18 centimes, d'avoir un prix de l'essence à plus de 2 € le litre. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait une ristourne, y compris prise en charge par l'État, ne va pas empêcher les pétroliers d'augmenter leur prix. Raison pour laquelle donc le débat de ristourne. Il faudrait... C'est mieux que rien, en effet, mais nous préférons... Ça, vous le voterez ? Nous préférons le blocage des prix. Voilà ce que nous disons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord pour que l'État garantisse la rente privée. Je vous demande juste un instant, mais il faut y réfléchir. Il y a une hausse des prix. D'abord, la question qui se pose, c'est d'où vient-elle ? On nous parle beaucoup de la guerre en Ukraine. Certes, la guerre en Ukraine est un facteur aggravant, évidemment, mais vous avez bien remarqué que la hausse des prix n'a pas attendu le début du conflit en Ukraine pour se déclarer. Il y avait déjà des hausses de prix dont beaucoup s'accordent à dire qu'elles sont essentiellement le fait de spéculation. Est-ce que le gouvernement... au redémarrage de l'économie après la crise du Covid. Mais beaucoup de spéculation. C'est important parce que, par exemple, creuser des trous pour exploiter le pétrole aujourd'hui, la réalité matérielle derrière ces prix, ça n'est pas plus cher. Ça ne coûte pas plus cher d'exploiter le pétrole aujourd'hui que ça ne le coûtait il y a un an. Donc c'est d'abord des effets de marché et de spéculation. Est-ce que le gouvernement prend des dispositions pour empêcher cette spéculation ? Non, il ne le fait pas. Il garantit la rente privée. Quand nous proposons avec la nouvelle Union populaire le blocage des prix, ça consiste à dire maintenant la foire sur les marchés, ça suffit. Et donc on met un stop, fût-il temporaire. On bloque les prix, on les régule, et c'est la rente privée qui prend à sa charge l'effort de guerre. Vous savez, pourquoi Total a consenti cette ristourne ? Parce que dans la même soirée, nous débattions d'une taxe exceptionnelle que nous proposions sur les profiteurs de crise. Une taxe à 25% sur les bénéfices exceptionnels qui nous aurait permis d'avoir 10 milliards d'euros. Donc la méthode du gouvernement de la menace, elle fonctionne ?
Elle fonctionne pour avoir des menaces, débat à l'Assemblée et ristourne décidée par Total. Ce que je vous dis surtout, c'est que la ristourne, et vous l'avez vous-même constaté avec celle de 18 centimes, la ristourne n'empêche pas les prix des carburants de monter. Le blocage des prix est la seule solution efficace pour empêcher les effets de spéculation. Et là aussi, je vous demande d'y réfléchir un instant. Pendant que les Français parfois doivent payer plus de 100 € pour faire un plein, eh bien vous avez l'entreprise Total qui vient de réaliser le bénéfice record jamais atteint de toute l'histoire industrielle. 16 milliards et le PDG, M. Pouyanné, qui l'année dernière s'est augmenté de 52%. Pareil, qui parmi celles et ceux qui nous écoutent ce matin peut dire que sa rémunération a augmenté de 52%? Enfin, profit essentiellement réalisé à l'étranger, dit le gouvernement, c'est pourquoi ils ne sont pas taxables en France. M. Macron aurait pu faire quelque chose. Dans un passé récent, il y a encore quelques jours, il était président de l'Union européenne. Il aurait pu prendre une initiative coordonnée pour faire en sorte qu'à l'échelle européenne, on négocie un prix bloqué de l'énergie. Il n'a absolument rien fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette inflation contre laquelle le gouvernement non seulement ne fait rien, mais pire que cela, ils ont choisi qui allait payer l'inflation. Et ce ne sont pas les profiteurs de crise qui vont payer, ce sont les Français. Le projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement est un projet de loi qui entérine la baisse du pouvoir d'achat des Français. C'est eux qui vont payer la facture, ça n'est pas supportable. Donc ce dispositif de ristourne, vous ne le votez pas, Adrien Quatennens? Mais nous proposons autre chose. Nous proposons le blocage des prix. Vous ne votez pas la remise de 30 centimes en septembre. Mais est-ce que vous pouvez juste nous le dire simplement? Mais ça a été voté. Mais la question qui se pose, et la question qui devrait vous intéresser, c'est qui fait de l'obstruction et du blocage parlementaire? On a un ministre de l'économie qui est arrivé dans l'hémicycle en disant « je suis prêt à tous les compromis ». La vérité, regardez dans le détail, c'est que, à part des amendements rédactionnels, quasiment tous les amendements de l'opposition font l'objet d'un blocage. Le blocage, c'est eux. L'obstruction parlementaire, c'est eux. Et quand la démocratie fonctionne d'aventure et qu'ils perdent un vote, en même temps, ils disent que c'est un coup de chaud démocratique. Contre la prime en fumage, il ne faut pas s'attendre à ce que la majorité le vote. Mais il s'agissait, dans cet amendement spécifique, là pour le coup, d'alerter sur un battage médiatique qui se fait, qui relaye la propagande du gouvernement selon laquelle il y a triplement d'une prime. Beaucoup l'ont répété. Je ne sais pas si ça a été dit sur France Inter. Vous avez entendu parler le plafond est triplé, c'est assez clair. On procède à une opération de salubrité du débat public parce que sur plein de chaînes, on entend que c'est le triplement de la prime. Une prime que 4 millions de Français sur 25 millions de salariés ont touché. Les gens ne veulent pas des primes et des petits chèques, ils veulent des augmentations de salaire. Donc vous assumez cette stratégie un peu de théâtralisation du débat, par exemple, au travers de cet amendement? C'est pas de la théâtralisation. L'essentiel des amendements que nous portons sont des amendements de proposition. Nous respectons scrupuleusement le mandat qui nous a été confié. Nous menons la bataille sur le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, les Français doivent savoir qu'une forme d'alliance se joue à l'Assemblée contre leur portefeuille. Vous avez eu l'alliance qui va de La République En Marche jusqu'au Rassemblement National pour faire blocage à l'augmentation du SMIC. Vous avez eu la même alliance qui s'est répétée et ils ont refusé le gel des loyers. Question précisément au standard de France Inter 01 45 24 7000 de Philippe qui nous appelle de Saint-Nazaire justement sur cette question du SMIC. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, félicitations pour vos émissions et merci à M. Quatennens de s'exposer aux questions des auditeurs. Moi, j'ai une petite question. Je suis un petit patron à Saint-Nazaire. Je suis partisan effectivement de la NUP. Et je me demande avec certains de mes collègues comment fait-on pratiquement pour appliquer les 1500 € net par mois. Concrètement, quand on est des petites entreprises, on a 2, 3, 4 employés. Pour nous, ça nous paraît compliqué et les explications de la NUP sont pas très claires là-dessus. Adrien Quatennens vous répond. Merci Philippe. Bonjour Philippe. D'abord, votre question, elle permet de révéler la confusion à laquelle procède le gouvernement. Moi, je refuse que l'on parle des entreprises en général. Parce que je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais vous avez parlé d'une petite PME, TPE. Il est clair que votre réalité matérielle n'a strictement rien à voir avec la réalité des grands groupes dont on a parlé à l'instant et qui profitent à plein de la situation que nous avons sous les yeux. Donc, s'agissant de l'augmentation du SMIC, d'abord, je pense qu'on peut se retrouver sur le fait qu'aujourd'hui, avec un SMIC, on ne vit pas et qu'il n'est pas normal qu'on ne vive pas correctement de son travail en France. Alors après, il y a la question de comment on peut financer des hausses de salaire, y compris quand on est une petite structure comme la vôtre qui n'a pas les reins solides comme certains grands groupes. Dans le programme de la nouvelle Union populaire, nous avons prévu ce que l'on appelle une caisse de péréquation, de solidarité pour les cotisations sociales et patronales entre les grandes entreprises, celles qui ont véritablement les moyens qu'il faut mettre à contribution, celles qui souvent peuvent échapper à l'impôt, payent des taux d'impôt qui sont extrêmement faibles, pendant que vous payez des impôts de manière assez considérable. Eh bien, nous voulons une solidarité. Pour le reste, il est assez clair que l'augmentation du SMIC
elle va bénéficier à l'économie. Si vous augmentez les petites payes, vous allez avoir un accroissement de la consommation populaire et souvent ce sont des payes qu'on augmente dans des secteurs qui en plus ne sont pas délocalisables. Donc on pense que ça bénéficie à toute l'économie. Nous ne supportons pas l'idée qu'il y ait une épidémie de travailleurs pauvres dans ce pays et que quand les gens bossent, ils n'arrivent pas non seulement à vivre correctement de leur travail, parfois renoncent à devoir partir en vacances. Bref, tout ça est inacceptable. Mais encore une fois, c'est très important, ne pas confondre les petites structures et les grosses. Or, le gouvernement se cache toujours derrière les généralités pour masquer la foire au profit de certains. De la même manière, c'est valable sur les contribuables. Quand M. Le Maire, y compris hier, nous dit dans l'hémicycle « nous voulons baisser les impôts », la question, c'est pas baisser les impôts, c'est les baisser pour qui et les augmenter pour qui d'autre. Nous, par exemple, nous sommes pour que l'essentiel des ménages français soit soulagé d'un point de vue fiscal avec le système que nous proposons. On avait dit « toutes celles et ceux qui gagnent jusqu'à 4 000 € doivent payer moins d'impôts ». Mais en revanche, celles et ceux qui gagnent énormément, qui accumulent des richesses, ceux-là doivent payer à la juste part et contribuer à l'effort collectif. Au-delà de 4 000 € par mois, on accumule des richesses, Adrien Quatennens. D'abord, en dessous de 4 000 €, jusqu'à 4 000 €, on devrait pouvoir payer moins. Ensuite, en effet, nous pensons qu'il doit y avoir un impôt progressif et faire en sorte que l'accumulation de richesses entre quelques mains. Tout à l'heure, je vous ai dit, les 5 députés milliardaires... qui touchent plus de 4 000 €, ils accumulent des richesses. Mais en tout cas, on pourrait payer en effet plus d'impôts. Mais par contre, 4 000 €, c'est 90% des ménages. Et cela devrait être soulagé, en effet. Question d'Hervé via l'application France Inter. Pouvez-vous m'expliquer, Monsieur Quatennens, comment un gouvernement pourrait intervenir sur des salaires pour tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires ? Très simplement par décret. Ça s'appelle l'augmentation du SMIC. Et ça, c'est une décision qui se prend par décret. On décide d'augmenter le SMIC. Et ensuite, ça a un effet sur les salaires qui se trouvent juste au-dessus du SMIC. Il y a un effet de contagion. Et puis surtout, il faut rapidement convoquer les conférences salariales. Vous savez que déjà aujourd'hui, par les simples revalorisations automatiques du SMIC, vous avez des branches dans lesquelles il y a des coefficients qui sont inférieurs au SMIC. Je pense que la question des salaires est la question fondamentale. Parce que précisément, nous sommes pour la priorité au travail, à l'emploi. Mais pour ça, il faut que les gens s'y retrouvent et vivent décemment de leur travail. L'Assemblée nationale a voté ce week-end la suppression de la redevance. Vous êtes opposé à ce vote. Adrien Quatennens, question de Chantal. J'étais contre la suppression de la redevance. Que proposez-vous désormais pour le financement de l'audiovisuel public ? Je précise que ce qui a été décidé, c'est une ponction sur la TVA à hauteur de 3,7 milliards d'euros. Quelle proposition hier à ce micro, Olivier Marleix, le président des députés Les Républicains, proposait une taxation de la publicité sur Internet et écarter à long terme, en tout cas, le mécanisme qui va être mis en place de prélever la TVA. D'abord, rappelez une chose, c'est qu'on a besoin d'un service public de l'information qui participe de la vie démocratique de ce pays et qui soit indépendant, y compris financièrement. Et donc la suppression de la redevance, disons les choses, c'est une disposition qui était dans le programme de M. Zemmour et de Mme Le Pen que M. Macron reprend à son compte. Nous ne sommes pas d'accord. On pourrait imaginer en effet que la redevance télé soit progressive et que cet impôt soit progressif. On pourrait imaginer une taxe, par exemple, comme nous l'avions proposé, sur les GAFAM pour financer le service public. Le gouvernement... est passé par toutes sortes de bricolages. Pendant un temps, on a compris que la redevance, désormais, l'audiovisuel serait financé par une taxe sur le tabac. Puis finalement, on nous parle de la TVA. Et à cette heure, nous n'avons toujours pas la réponse à la question. C'est qu'on nous dit que les besoins de financement de l'audiovisuel public vont être assurés par la TVA, mais on nous dit en même temps que la TVA ne va pas augmenter. Donc la question qui se pose, c'est la fraction de TVA, les 3,7 milliards que le gouvernement prévoit de flécher maintenant vers l'audiovisuel public, à quoi cette fraction servait-elle ? De quoi les Français vont-ils être amputés ? Voilà, il faut arrêter avec des propositions qui pour moi... confinent à des choses inacceptables. On a donc besoin à moyen terme, public. Quel financement, avec quel mécanisme ? Nous proposons par exemple une redevance qui soit progressive, c'est-à-dire en effet une taxe, mais qui soit proportionnel aux revenus, parce que sinon c'est un impôt injuste en effet. Vous saisirez le Conseil constitutionnel au sujet de la suppression de la redevance. Alexis Corbière l'avait annoncé. Clairement, en tout cas, ça n'est pas supportable de ne pas avoir de réponse précise sur la manière dont on va financer l'audiovisuel public. J'attire votre attention sur le fait qu'en plus, d'ici 3 ans, si c'est bien la TVA qu'il finance, ça peut tomber parce qu'en réalité, dans les 3 ans, les taxes doivent être strictement liées à ce qu'elles financent. La TVA n'a pas pour objet normalement de financer l'audiovisuel public. Cette proposition n'est pas acceptable et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'avoir des réponses précises sur la question du budget et de l'indépendance du service public de l'information en France. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui pour valider ou pas le plan de la Commission européenne de réduire la consommation de gaz des Européens. Et Elisabeth Borne, la Première ministre, ce matin a donné les grandes lignes de sa note pour les administrations. Pour faire des économies, il faut désormais baisser la température dans les bureaux, ne pas augmenter la clim
au-delà d'une certaine température également. Est-ce que ça va dans le bon sens de prendre ces mesures maintenant, précisément sur l'énergie? Voilà, c'est pas plus le chauffage seulement lorsque la température des bureaux est inférieure à 19 degrés et la clim s'il fait moins de 26. La sobriété va être un objectif absolument indiscutable. Il va falloir tendre vers cette sobriété. Par contre, moi j'alerte une nouvelle fois, même dans ce domaine-là, il y a un décrochage entre les gros et les petits. Vous savez que les 10% les plus riches consomment 20 fois plus d'énergie que les 10% les plus pauvres. Donc on pourra prendre toutes sortes de mesures dans les collectivités, dans les entreprises. Si pendant ce temps-là, vous avez encore la foire qui fait que certains font du tourisme spatial et consomment en 10 minutes ce que d'aucuns ne consommeront jamais en toute une vie. Bon, tout ça n'est pas acceptable, donc il faut de la régulation là aussi. Et quand on parlait tout à l'heure de l'accroissement des revenus entre quelques mains, avec de tels niveaux de richesse, vous avez nécessairement des consommations et des modes de vie qui sont anti-écologiques. Donc oui, il va falloir tendre vers la sobriété. Du reste, il va falloir aussi maintenant urgemment faire la bifurcation écologique, c'est-à-dire aussi la transition. On parlait tout à l'heure d'indépendance énergétique. J'attire votre attention sur le fait que, y compris des solutions qui nous sont encore vendues en France comme le tout nucléaire, vont commencer à poser problème. Quand par exemple on nous dit l'énergie nucléaire n'est pas intermittente, vous avez remarqué que l'assèchement des cours d'eau où le réchauffement des cours d'eau fait qu'on a des difficultés maintenant à refroidir des centrales. Donc, ce qui n'était pas intermittent hier va le devenir de plus en plus. De la même manière, vous savez que l'uranium, la France n'en produit pas, donc on est en fait très dépendant. Et la France, aujourd'hui, est le pays qui est le plus en retard sur ses objectifs en matière de renouvelables. Donc, il faut mettre maintenant le paquet vers la bifurcation écologique. Il n'y a plus le temps de mégoter, y compris quand on voit les canicules et les événements extrêmes auxquels nous sommes confrontés. Adrien Quatennens, vendredi dernier, 37 députés de gauche dont vous faites partie ont signé une proposition de résolution à soumettre à l'Assemblée nationale. Le texte accuse Israël d'avoir mis en place un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Je cite, un système d'oppression et de discrimination systématique. L'apartheid, c'était le régime qui était en place en Afrique du Sud jusqu'au début des années 90. Depuis, ce texte a été critiqué notamment par votre collègue socialiste Jérôme Guedj, qui dit qu'il transpire la détestation d'Israël et aussi que ça ne doit pas être une priorité de la gauche en ce moment. Qu'est-ce que vous lui dites? Que le texte soit imparfait et que le calendrier qui a été choisi par les députés communistes qui l'ont déposé soit discutable, c'est un fait. Pour le reste, moi je vais dire clairement ce matin à votre micro qu'il est inacceptable qu'une critique de la politique d'un gouvernement soit associé, mais j'irais même plus loin, ne serait-ce que suspecté d'antisémitisme. Voilà, ça n'est pas acceptable. Vous savez, nous sommes des militants antiracistes. Quelle que soit la religion, nous ne supportons pas que des gens soient mis en cause en raison de leur appartenance ou de leur confession. Et donc, nous ne supportons pas qu'il soit désormais impossible de critiquer une politique d'un État, d'un gouvernement plus particulièrement. C'est la politique d'un gouvernement qui est en cause, sans pouvoir être suspecté. Sinon, dire que c'est une critique d'apartheid, ça va au-delà de la critique. Mais vous savez que, M. Cadet, ce ne sont pas ni des députés communistes, ni insoumis, ni députés de la NUP qui parlent d'apartheid les premiers. Vous savez que vous avez même des ONG israéliennes qui parlent d'apartheid. Vous avez Amnesty International qui parle d'apartheid. De quoi s'agit-il? Non seulement de ce qu'il s'est produit à l'intérieur de l'État quand ils ont décidé de cette loi qui procède d'une inégalité de droit entre les Israéliens juifs et non-juifs, et puis à l'extérieur, avec, vous le savez, depuis 2020, la volonté d'officialiser en quelque sorte l'annexion de 30% des territoires palestiniens. Mais vous n'aviez pas voté en début d'année une résolution qui condamnait la répression des Ouïghours en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas là deux messages différents d'envoyer? L'un, une critique d'Israël, une condamnation d'Israël, et de l'autre côté, pas de vote sur une résolution condamnant la politique de la Chine vis-à-vis des Ouïghours, crime contre l'humanité et génocide, c'était le texte à l'époque. Mais précisément, si on parle de génocide, il faut prendre des mesures qui soient adaptées et liées à cette situation. Qu'il y ait une répression insupportable des populations ouïghours, c'est une évidence et nous le disons aussi. Mais on ne peut pas parler de génocide sans en tirer des conclusions. Donc c'est une résolution en quelque sorte qui n'a servi à rien. Sur la question, côté, vous allez soutenir une résolution qui vise une démocratie Israël, et de l'autre, une dictature, la Chine. Vous ne votez pas la résolution. Il ne s'agit pas de mettre en cause la démocratie, etc. Ce n'est pas le sujet. Il s'agit de dire il y a une solution qui existe. Elle est dans la plupart des conventions internationales. C'est la solution à deux États, qui est celle qui a été trouvée pour aller vers une résolution du conflit. Une solution à deux États. Vous comprenez bien que quand je dis ça, quand nous relayons cette solution, celle des frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, nous ne mettons pas en cause l'existence
ni la possibilité d'existence d'un État. Faut qu'on soit très clair là-dessus. Moi, je n'accepte pas que la critique d'une répression systématique, des expulsions que l'on voit, de l'occupation de certains territoires, soit associée de quelque manière que ce soit à de l'antisémitisme. Voilà. Et quand les ONG le disent, vous devriez voir aussi qu'il y a une réalité derrière, tout simplement. Merci à vous, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, invité de France Inter ce matin. Merci Bonne de journée à m'avoir vous. invité.